Salam alaikum, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez bien? Bonjour. Alhamdulillah, à vous, monsieur. Alhamdulillah, ça va. Désolé Alhamdulillah. pour le retard. Donc, j'avais un petit problème. Bon, comme c'est la première séance, l'objectif pour moi, c'est d'abord, c'est-à-dire de vous faire une petite séance c'est-à-dire pour vous connaître d'abord. Et le plus important pour moi, c'est de savoir ce que vous avez fait avant euh, dans le module réseau. Est-ce que vous avez déjà, c'est-à-dire, soit que ce soit dans le premier semestre ou avant, dans peut-être L3, L2, est-ce que vous avez fait le module routage? Qu'est-ce que vous avez fait dans ce module? C'est-à-dire, c'est beaucoup plus pour préparer le contenu parce que d'habitude, moi, j'ai fait d'abord le module réseau il y avait très longtemps avec les ACAD et les JTR et pardon, les RSD qui datent depuis peut-être 7 ans, peut-être 2015, 2014. Et actuellement, je ne sais pas, les programmes ont été changés. Donc, je préfère d'abord de savoir qu'est-ce que vous avez comme bagage dans le modèle réseau pour bien adapter ce que vous avez. Parce que l'année passée, c'est M. Zafon qui a fait ce cours. Je ne sais pas avant, est-ce que c'est toujours M. Zafon ou bien donc un autre enseignant. J'ai demandé à M. Zafon de me donner le programme et même les présentations parce que il y avait peut-être une semaine, peut-être même pas, j'ai reçu l'organigramme. Donc, je trouvais que je suis responsable à ce cours. Donc, j'ai pas le temps, j'avais pas le temps pour préparer, c'est-à-dire un cours. Mais je vais adapter le cours de M. Zafon en attendant de préparer donc, un cours qui s'adapte bien avec votre spécialité, premièrement, et avec votre niveau dans ce module. Donc, avant de démarrer la première séance, juste un rappel sur les réseaux. Donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez fait un modèle réseau avant? Hein? Pour Isil, oui, on a fait le Pour module Isil, réseau. oui. Pour Easy, je pense que vous avez fait le même module en L2 ou bien en L3? Euh, En L3, je pense. En En L3. L3. Comme les ACAD. Les Ah oui, A4, je sais pas. Ah, d'accord. oui, Oui, monsieur, pareil. comme les ACAD, OK. Et en première année, en premier semestre master, non, on n'avait pas fait le module routage. Non. Réseau, non. D'accord. Bon, donc la majorité, c'est ESIL dans cette spécialité. Bien, il y a d'autres étudiants qui viennent de ACAD seulement. C'est C'est un Monsieur mix. Kaliakat. Hmm, très bien. Donc, est-ce que vous avez fait d'abord, qu'est-ce que vous avez fait globalement dans le module réseau en F3? Vous avez fait l'adressage IP, vous avez fait peut-être le routage statique et dynamique, les deux, Oui. les deux. Vous avez configuré un réseau WAN. Non, monsieur, le seul, c'est le rotage statique, mais ça me Oui. dérange On n'a dynamique. pas fait de dynamique, oui. Ah, très bien, très bien. On n'a pas fait le routage dynamique. Vous avez configuré un réseau WAN. Vous savez c'est quoi un réseau WAN? Bon, le fait que vous avez fait un routage statique, je pense que vous avez fait au moins un exemple sur les réseaux WAN. Oui. WAN. Oui. Hmm. OK, donc on va essayer de faire un petit rappel. D'ailleurs, la même présentation de M. Zafon. Voilà, c'est la première séance. Après, on va essayer de- c'est-à-dire de vous donner c'est-à-dire le plus d'informations possible qu'on peut vous donner on va avancer le maximum possible. D'un côté, d'un autre côté, peut-être à titre d'information, je ne sais pas si vous avez reçu mon email durant le premier semestre. Donc, j'ai envoyé un mail à tous les étudiants de l'ISTHP qui veulent certifier, c'est-à-dire certifier dans le domaine réseau, certification Huawei. Hein.
le constructeur Huawei, donc organise je suis instructeur à Huawei. Donc, USTHB est un partenaire à Huawei, Académie Huawei, devient Académie Huawei depuis 2 ans. Donc, je vous encourage à certifier dans ce domaine. Et si vous êtes d'accord, on va créer des classes spécialement pour vous, peut-être 2 classes. On va diviser la section 2. Voilà. Vous préparez, on fera le cours en parallèle, peut-être quelques présentations en ligne, etc. Si on aura le temps, peut-être quelques TP. Préparez bien, on prépare l'examen, on fera des exemples d'examens de certification et vous passez votre certificat, examen de certification. C'est gratuit, c'est le premier niveau et après on verra, peut-être l'année prochaine, on passe à un autre niveau. Et entre parenthèses aussi, je vous encourage surtout de se préparer à la compétition internationale. La compétition internationale s'organise généralement chaque année à partir du mois d'octobre. D'accord? À partir du mois d'octobre, organisée par Huawei toujours. C'est une compétition internationale. On commence par le national, après le régional, après le international. Généralement, donc c'est les 3 niveaux. Le premier niveau, c'est en ligne, voilà, individuel. Le deuxième, c'est par groupe national. Et le troisième, c'est régional aussi, par groupe. Et le national aussi, c'est par groupe, c'est-à-dire peut-être un ou deux étudiants de Babzoar, d'autres étudiants de l'autre université. Ça peut être tous les étudiants de Babzoar. Ça dépend. Tout dépend des étudiants qui vont gagner, bien sûr, la compétition. Et la finale, ça sera organisé au niveau de la Chine, donc au niveau du Shenzhen. Donc, les étudiants qui ont, bien sûr, c'est-à-dire retenu, voilà, vont déplacer à Shenzhen. Donc, Huawei, qui prend en charge tout ça. Voilà. Et à la fin, il y aura des cadeaux vraiment intéressants. Des formations, peut-être doctorat, d'autres cadeaux, des, des offres de recrutement, etc. Donc, si vous êtes intéressé, je vous encourage de commencer la préparation dès maintenant parce que la compétition, ça sera toujours généralement dans la période octobre-novembre. Voilà, donc, Monsieur, ça concerne juste le domaine ta réseau, là, c'est ça concerne multidisciplinaire. multidisciplinaire, réseau, sécurité. Généralement, la première version, ils ont organisé uniquement c'est-à-dire la compétition touche uniquement le domaine réseau. La deuxième année, et cette année 2021 2022, ils ont proposé deux tracks. Le track Networking et Security. Deuxième track, c'est Cloud Computing. Maintenant, vous pouvez bien sûr se préparer. Si vous pouvez préparer le certif Networking. Vous préparer, bien sûr, on peut organiser aussi des classes Security. On peut aussi même créer des classes Cloud Computing. Voilà. Ouais. Donc, il faut. euh, C'est-à-dire, si j'étais à votre place, et je veux bien sûr participer, je dois bien sûr targeter la compétition dès maintenant. D'accord, merci beaucoup pour les informations. Voilà, ça sera, Kimepolo, vous aurez le temps et vous préparez tout doucement. هاد العام, on n'a pas eu d'informations à l'avance, donc c'est pour ça la majorité des étudiants n'a pas pu. Ils ont participé, il y en a quand même un certain nombre d'étudiants qui ont participé, mais il y a un seul étudiant qui a été retourné de Babzoal. Malheureusement, un seul étudiant qui a participé c'est-à-dire qui va participer dans le régional. Régional, c'est l'Algérie, Maroc, Tunis et l'Égypte. Le régional. C'est un North Africa, Afrique D'accord. du Nord, voilà.
Et donc, vous allez organiser des classes, vous allez être tuteur, etc. C'est ça. Donc, D'accord. je vais créer la- je préfère, parce qu'il y a d'autres étudiants, d'autres spécialités qui vont participer. Je préfère créer des classes par spécialité. Par exemple, D'accord. MIB, je vais créer peut-être classe MIB 1, classe MIB 2, la classe 1 MIB, classe 2 MIB, d'accord? Deux classes, voilà, et vous aurez le temps, peut-être on va prendre un mois ou les 2 mois pour préparer. Un mois, c'est suffisant parce que il faut, euh, c'est-à-dire préparer, c'est-à-dire d'une manière continue. Et dès que vous terminez la préparation, vous passez directement l'examen. Parce que si vous ne passez pas l'examen, vous allez oublier beaucoup de choses. Et quand on termine le cours, hein, à la fin du cours, je vais vous montrer quelques exemples de questions de l'examen. Donc, les questions que j'ai, voilà, on va le faire ensemble. Voilà, c'est pour le certif. Et je pense, vous êtes des étudiants et le certif, c'est vraiment, actuellement, c'est vraiment intéressant pour vous, hein, dans votre CV. Un étudiant qui est certifié dans un domaine, de plusieurs domaines, c'est vraiment, c'est-à-dire attractif pour un employeur. Donc, vous allez enrichir vos CV. Monsieur, c'est une compétition individuelle ou là par équipe? De toute façon, on va avoir beaucoup d'informations après. D'habitude, c'est 3 niveaux. Le premier niveau, c'est individuel en ligne. Vous pouvez c'est-à-dire le faire à distance chez vous. Voilà. Le deuxième niveau, c'est organisé au niveau de Huawei. Cette année, on a organisé au niveau de WebZoal, la maison de séance, au niveau de la maison de séance. On a fait uniquement l'écrit. D'habitude, on fait même le lab, c'est-à-dire le typé. C'est individuel. Et après, le régional, c'est par groupe. C'est-à-dire les étudiants retenus dans le deuxième niveau vont préparer le concours à l'échelle régionale ensemble. Et la finale ensemble aussi. C'est-à-dire, il y en a, si on va, supposons, on va participer dans deux tracks, hein. Le track Networking and Security, qui est un groupe, je ne sais pas, 4, 3 étudiants, 5 étudiants, 6 étudiants, je ne sais pas. Il y a un autre track, c'est le Cloud Computing. Mais pas forcément, l'année prochaine, on aura les mêmes tracks. Mais Computing Security toujours. Pardon, Networking Security toujours. Toujours K. D'accord, merci. OK. Alors, donc, je vais vous présenter donc juste un rappel sur les protocoles TCP/IP. Je vais partager avec vous la présentation. Je vais partager tout l'écran. Vous voyez le partage? Oui, oui, monsieur. Très bien. S'il vous plaît, votre mic. Voilà, merci. Alors, donc, j'utilise un plugin qui permet d'accepter les étudiants qui demandent donc, accès à la présentation. Sauf quand tu bascules vers la présentation, c'est un étudiant qui arrive après la présentation et il reste donc, en attente. Donc, parfois, c'est-à-dire il faut juste
Vous me dire qu'il y a un étudiant qui attend, je vais l'accepter. D'accord? D'accord. Voilà, donc le partage. Alors, comme c'est une première séance, peut-être cette séance et même la prochaine séance, on va faire juste un rappel qui va vous permettre, bien sûr, de comprendre la suite. Je pense, bien sûr, si vous avez des questions, il faut les poser. La présentation a été préparée, bien sûr, par M. Zafona. C'est pas moi qui a préparé la présentation. Dommage parce que je n'avais pas assez de temps pour préparer le. Donc, on va faire avec donc, cette présentation et après on verra. Donc, voilà. D'abord, comme vous savez, comme vous savez, pardon, quand on dit un réseau, c'est quoi un réseau? C'est quoi un réseau informatique? C'est les différentes techniques, que ce soit matériel et software, qui permet de relier deux équipements et faire communiquer ces deux équipements ou bien plusieurs équipements entre eux. Donc, il nous faut des outils software qui permettent de dialoguer et d'utiliser le même langage entre les équipements. Il nous faut aussi un support physique qui permet de relayer les deux. Le support physique, ça peut être bien sûr un support filaire, bien un support sans fil, comme les réseaux sans fil. Voilà. Donc, regardez, il y a un ensemble, un équipement A, un équipement B pour les relayer. Donc, il nous faut un support de transmission. Ça peut être un support de transmission au niveau local, ce qu'on appelle les réseaux LAN. Ça peut être un réseau étendu, donc ce qu'on appelle un réseau WAN. Il s'agit d'une grande distance entre A et B. Si A et B sont colocalisés dans le même droit, donc on parle de réseau local. Si les deux équipements A et B sont géographiquement éloignés, donc on parle de réseau LAN, de réseau WAN, pardon. Bien sûr, pour faire communiquer les deux équipements, les deux équipements doivent utiliser ce qu'on appelle une interface réseau. Voilà. Quand on dit interface réseau, c'est-à-dire physiquement c'est la carte réseau, mais il faut aussi utiliser un software qui permet d'utiliser cet équipement ou bien cette interface. Voilà, donc regardez, il y a l'interface réseau, ce qu'on appelle les protocoles, et il y a l'interface réseau matériel, ce qu'on appelle la carte réseau. La carte réseau. Voilà, la communication se fait en respectant ce qu'on appelle le modèle OSI. Le modèle OSI donc, définit les différentes couches. Les différentes couches permettent de, bien sûr, standardiser le domaine et même pour les constructeurs, c'est-à-dire les constructeurs qui participent à la construction des équipements ou bien au développement des protocoles au domaine réseau, doivent respecter le modèle OSI parce que quand on a un modèle, après le développement, ça sera facile. Ça sera facile, que ce soit pour, et même l'intégration d'un équipement au sein d'un réseau qui est déjà déployé, c'est-à-dire que l'adaptation, ça sera facile. Voilà, donc le modèle OSI. Le modèle OSI se compose de 17 couches. Hein, regardez, 17 couches de modèle OSI. Je pense que vous avez déjà vu ça, ce schéma. Donc la couche application, présentation, session, transport, réseau, liaison et physique. Voilà. Pas forcément on trouve tous c'est-à-dire ces couches, hein, les 7 couches, au niveau de même équipement. Non. C'est-à-dire qu'il y a un équipement peut-être qui représente une couche, un autre équipement représente une autre couche. Au sein d'un équipement, peut-être qu'on trouve plusieurs couches aussi. Voilà. Donc, voilà. Ce qui nous intéresse beaucoup dans le modèle réseau, c'est la couche réseau. Peut-être aussi la couche liaison. On va toucher aussi un peu la couche transport. Mais dans cette présentation, on va passer rapidement, on va présenter presque toutes les couches.
Et donc, s'il y a deux équipements A et B qui communiquent à travers un réseau, voilà, donc l'utilisateur du premier équipement doit utiliser une application qui lui permette de communiquer avec l'autre équipement, avec l'autre utilisateur. D'abord, donc, on commence par l'application. Donc, il faut d'abord utiliser une application ou bien une interface qui permettra à l'utilisateur, bien qui permet à l'utilisateur de dialoguer avec les autres utilisateurs connectés au sein du même réseau. D'accord? Bon, concernant les autres couches présentation session, c'est pratiquement la même couche. C'est toujours la couche application. D'ailleurs, dans le modèle Internet, c'est la même couche. Donc, les deux couches sont regroupées dans la même couche application. Alors, présentation, c'est comment présenter les données. Session, c'est pour ouvrir une session avec un utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire session? Je suis connecté à un réseau, voilà, et je peux utiliser plusieurs sessions. Voilà. Donc, je communique avec un utilisateur B. Je suis l'utilisateur A, je communique avec l'utilisateur B. Donc, j'utilise une application X. Voilà. Donc, l'application X derrière ça, utilise un port, un protocole, etc. Donc, je vais ouvrir une session avec cet utilisateur. En parallèle, je peux, par exemple, faire autre chose, télécharger un document, envoyer un message, etc., accéder à un serveur distant FTP ou autre. Donc, je vais ouvrir d'autres sessions avec d'autres équipements distants. Voilà. Donc, je peux, c'est-à-dire ouvrir plusieurs sessions. La session, c'est quoi? La session représente, c'est-à-dire la communication actuelle. En train de communiquer avec un utilisateur. Donc, la session représente la communication actuelle. Si à un moment donné, je termine la communication avec l'utilisateur, je prends une pause, par exemple, de quelques minutes et je reviens, voilà, je reconnecte, je contacte l'utilisateur une autre fois. Donc, je vais ouvrir une autre session. Ce n'est pas la même session. D'accord? Voilà. Au niveau de transport, c'est tout on présente le protocole de transport utilisé. Donc, c'est le protocole TCP/IP. Donc, soit le TCP ou bien le UDP. Voilà. Il faut faire la différence entre les deux. Peut-être qu'on aura l'occasion après pour vous expliquer la différence. Aussi, au niveau de la couche réseau, voilà, c'est représente l'identifiant de l'utilisateur en termes de réseau. Hein. C'est-à-dire comment identifier cet utilisateur ou bien cet équipement. On va l'identifier en utilisant une adresse IP. L'adresse IP, donc, le protocole qui attribue l'adresse IP se trouve au niveau de la couche réseau. Après, couche liaison et couche physique. La couche liaison, c'est la création de la liaison entre l'équipement à distance. Et si en utilisant d'autres équipements, d'autres protocoles, pardon, en utilisant d'autres formats de communication. Au niveau de la couche réseau, on parle du paquet, c'est-à-dire l'information qui a été envoyée, elle va être transmise sous forme d'un paquet. Au niveau de la couche liaison, c'est sous forme d'une trame. D'une trame, on va parler après, c'est-à-dire le format du paquet, on va présenter le format du paquet, les différentes parties du paquet. Donc, pour l'instant, il y a l'adresse IP au niveau de la couche réseau. Il y a, au niveau de la liaison, il y a une autre adresse IP. Et généralement, la liaison, c'est les équipements qui font la liaison entre les utilisateurs, que ce soit carte réseau. Parce qu'au niveau de la carte réseau, il y a aussi la couche liaison, que ce soit le switch, généralement le switch, voilà. Et ces équipements, au niveau de cette couche aussi, on doit affectuer une adresse IP,
niveau 2, bien une adresse IP MAC, hein, pour identifier l'équipement et pour identifier généralement l'interface de liaison. Donc l'adresse IP identifier l'interface réseau, l'adresse MAC identifie l'interface de liaison. D'accord? L'interface de liaison. C'est-à-dire au niveau de la carte réseau, il y a les deux interfaces, malgré que physiquement, il y a une seule interface, mais il y a l'adresse IP et l'adresse MAC. D'accord? Au niveau du switch, il y a plusieurs adresses MAC. Plusieurs adresses MAC. D'accord? Au niveau du routeur, il y a aussi plusieurs adresses réseau, parce qu'il y a plusieurs interfaces. Hein, au niveau du routeur, il y a plusieurs interfaces. Peut-être face Ethernet 1, 2, 3. Donc, il y a 4. Peut-être on peut affecter plusieurs adresses IP. Et pour chaque interface, il y a une adresse MAC. Le physique, c'est le support de transmission, que ce soit, comme je vous ai dit, filaire, local ou WAN, ou bien sans fil. C'est bon. Après regardez, supposons que par cet premier utilisateur, hein, l'utilisateur source, voilà, à garantir la transmission de ces données et parvenir ces données à l'utilisateur de destination. Supposons qu'il y a plusieurs équipements, hein, de liaison entre les deux utilisateurs. D'ailleurs, c'est la même configuration des réseaux actuels, les réseaux Internet, les réseaux WAN, etc. Donc, on doit obligatoirement passer par des équipements. Et dans ce cas, on aura besoin uniquement de ces trois couches, physique, liaison et réseau, de ces équipements. Le physique, pardon, je pense qu'il y a quelqu'un qui demande... oui, c'est bon. Alors, donc, au niveau des équipements intermédiaires, je répète, on utilise uniquement les trois couches de ces équipements. La couche physique, liaison et réseau, pour faire le routage. La liaison, bien sûr, parce que les supports de transmission, voilà, on doit l'utiliser. La liaison, parce qu'on utilise les interfaces réseau, obligatoirement. Le réseau, la couche réseau, c'est pour faire le routage. Supposons cet équipement, quand il reçoit le paquet, pardon, s'il vous plaît, je réponds au téléphone rapidement, s'il vous plaît. Pardon. Alors, donc, le routage, c'est pour faire le routage. Parce que toujours, quand l'équipement reçoit l'information, c'est-à-dire le premier équipement qui a reçu l'information envoyée par cet utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver un chemin valide vers cette destination, vers cet utilisateur. Donc, s'il trouve un chemin valide vers cet utilisateur, il transmet le paquet. Voilà. C'est toujours le next hop. Hein? C'est toujours le next hop. Donc, je trouve un chemin. Ah, voilà, c'est pour l'utilisateur veut envoyer l'information à cet utilisateur de destination. L'équipement intermédiaire vérifie est-ce qu'il y a un chemin valide vers cet utilisateur. Il trouve un chemin valide. Le chemin valide, c'est toujours défini par le next hop. C'est-à-dire l'adresse IP que je dois, hein, cet équipement, il doit utiliser pour forwarder le paquet, hein, pour transmettre le paquet. La même chose. Le deuxième paquet et le deuxième équipement, quand il reçoit
l'information, il va refaire la même recherche, le même travail. Il va essayer de trouver un chemin valide vers la destination. Et toujours, la destination est définie toujours par son adresse IP, mais le chemin est défini par le next hop. Donc, pour cet équipement, s'il existe un next hop valide vers cet utilisateur, ce qu'il va faire, il va uniquement transmettre le paquet vers cette adresse IP. Ainsi de suite jusqu'à le dernier équipement qui trouve l'utilisateur connected, ce qu'on appelle un réseau connecté. Donc, connected network, automatiquement, il transmet le paquet directement à l'utilisateur. Voilà, c'est comme ça. On va faire comme ça. Mais on ne va pas, c'est-à-dire au niveau de routage ici, les équipements intermédiaires, ils ne vont pas, c'est-à-dire remonter le paquet vers les couches supérieures. C'est juste donc trouver un chemin et retransmettre le paquet. Par contre, le dernier, oui, il trouve que l'utilisateur concerné de destination, bien le destinataire est connecté. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter, transmettre le paquet vers les couches supérieures. Et l'utilisateur final va recevoir l'information envoyée en utilisant bien sûr une interface, une application. C'est clair? Juste un rappel. Je suppose que vous avez déjà étudié ça, mais juste un rappel parce que c'est la première séance. On parle beaucoup de protocoles, protocole niveau 2, protocole niveau 3, etc., protocole niveau 4, niveau applicatif, etc. Donc, ça veut dire un protocole. Voilà, un protocole. D'abord, l'objectif du protocole, c'est d'échanger l'information entre deux couches, deux couches superposées. Voilà. Le protocole doit être capable de, bien sûr, recevoir l'information et transmettre l'information selon des règles. Selon des règles, voilà, il va faire un check, une vérification. Après, il envoie le paquet. Bien sûr, quand on parle du protocole, de domaine réseau, donc il y a toujours l'information est représentée sous forme d'une représentation donnée, donc utilise une structure donnée. Donc le protocole doit bien sûr comprendre que ça veut dire cette structure. Donc il doit lire, il doit être capable de lire le header de paquet s'il s'agit de protocole de routage. Il doit être capable de lire le header des trames s'il s'agit de protocole niveau 2, ainsi de suite. Il utilise donc un langage de communication qui permet aux différents équipements de communiquer. Donc, si vous voulez, quand on dit un protocole, c'est un ensemble des programmes, pas uniquement un seul programme. Quand vous développez un protocole, c'est-à-dire qu'il faut développer la procédure de réception, la procédure de l'envoi et la procédure de traitement. Pour simplifier les choses. Un protocole, il est là, il fonctionne, il doit être capable de recevoir une information. Quand il reçoit, donc, il doit recevoir l'information d'une manière correcte et il doit être capable de lire l'information, ou bien uniquement, à la limite, at least, donc les informations utiles qui lui permettent de continuer le traitement de l'information. Après, selon les informations reçues, il déclenche la procédure de traitement. Supposons qu'il y en a plusieurs procédures de traitement. Et après, comme résultat, après le traitement, voilà, c'est-à-dire la décision. Est-ce qu'on transmet l'information vers les couches inférieures, bien vers les couches supérieures, ou bien on peut même, c'est-à-dire discarder l'information, c'est-à-dire stopper l'envoi de
de l'information. Tous ces procédures, voilà, constituent bien sûr ce qu'on appelle un protocole de communication. Voilà, donc quand on dit un réseau, il faut utiliser le même protocole. Quand on dit le même protocole, c'est le même protocole par couche. D'accord? C'est-à-dire au niveau de, si cet utilisateur veut communiquer avec cet utilisateur, les deux utilisateurs doivent utiliser la même application, par exemple, le même interface. Voilà, pour pouvoir envoyer et recevoir et décoder l'information, interpréter l'information. En termes de réseau, la même chose. Il faut utiliser un protocole, voilà, pas forcément le même protocole, mais il nous faut un protocole de routage. Et si on utilise plusieurs protocoles de routage, donc faites très attention, on peut utiliser plusieurs protocoles de routage. Par exemple, côté utilisateur 1, utilise un protocole de routage RIP et l'autre utilisateur, on peut utiliser un protocole OSPF. C'est compliqué, mais il nous faut d'autres configurations pour que les deux équipements puissent s'échanger leurs informations de routage, parce que les deux utilisent deux protocoles de routage différents. Voilà. Il faut faire ce qu'on appelle donc il faut importer la table de routage de l'OSPF vers le RIP et le RIP vers l'OSPF. Par contre, si vous utilisez le même, ça sera automatique. Le même protocole de routage, ça sera le même, c'est-à-dire ça sera d'une manière automatique, les échanges d'informations de routage. Voilà, donc pour établir la connexion entre les utilisateurs, parce que ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'accès aux services, la communication entre les utilisateurs. Pour les utilisateurs, c'est-à-dire c'est beaucoup plus technique. C'est beaucoup plus technique pour un utilisateur. Il veut accéder à un service qui se trouve au niveau de cloud. Donc, il suffit de cliquer l'accès du service. Voilà. S'il veut communiquer avec un autre utilisateur, on est en train d'utiliser Google Meet, voilà, pour faire la présentation. Pour nous, on est en train d'utiliser un service. Voilà. Mais on est tous voilà, connectés dans un réseau. Voilà, on est en train d'utiliser donc le protocole TCP/IP. TCP/IP. Voilà. Quand on parle de protocole TCP/IP, toujours, on est en train d'utiliser les deux couches, la couche transport et la couche réseau. La couche transport, donc là on trouve les deux protocoles TCP ou bien UDP. Et au niveau de réseau, on trouve bien sûr le protocole de routage. Voilà, l'adressage IP. L'adressage IP. Et après, voilà ce qui nous intéresse dans le TCP/IP. Pour les autres couches, supérieures ou inférieures, donc il y a d'autres applications. Bon, pour les couches supérieures, il y a la couche application. Au niveau de la couche application, comme je vous ai dit, c'est les services ou bien l'interface offerte par la couche application. Par exemple, le HTTP, le FTP, Telnet, DNS, DHCP, voilà, c'est les applications qu'on peut utiliser. Au niveau de la couche physique et liaison, c'est les interfaces physiques et la liaison niveau 2. Donc, comme application, on trouve le ARP. Donc, le protocole ARP fonctionne au niveau de la couche liaison. Est-ce que c'est clair? معلش خدينا بتيت رابيل سور لي كوش هادو تاع ابليكاسيون بريزونطاسيون باسكو نسيناها مع بالك. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Normalement, et après, je vérifie.
Et après, c'est-à-dire quelque chose sur les applications, sur les couches, pardon. Je suis en train de vérifier. La couche application, voilà. La couche application, la couche transport, voilà. Il y a quelque chose à faire. On verra après. Hein. D'accord. D'accord. Voilà. Mais regardez, quand on dit la couche transport, c'est le protocole TCP et UDP. Quand on dit TCP et UDP, c'est toujours, faites très attention, c'est égal à numéro de port. D'accord? Quand on parle de session, c'est le numéro de port. D'accord? Au niveau de le protocole TCP et UDP, il y a plusieurs ports qu'on peut utiliser. C'est des ports logiques, un numéro de port. Parce qu'on utilise uniquement un port physique, c'est le port, l'interface réseau uniquement. Mais le numéro de port représente l'application. Chaque application a utilisé Connecti, c'est-à-dire permet de vérifier. On ne peut pas envoyer si le destinataire n'est pas là. Il faut vérifier que le destinataire, il est là. D'accord? Ce qu'on appelle les accusés de réception, les acquittements. D'accord? Donc, envoyer un paquet, si on utilise le TCP/IP, l'information envoyée par la couche application arrive au protocole TCP. Le TCP va découper l'information en plusieurs datagrammes. Il va ouvrir une session en utilisant un port. Voilà. Et l'envoie le premier datagramme. Et après, il doit attendre, il doit recevoir un accusé de réception de la part du destinataire. Si le destinataire ne voit pas l'acquittement de réception, c'est-à-dire qu'il y a un problème de connexion. Et dans ce cas, soit on doit retransmettre le paquet, généralement on va le retransmettre, peut-être la deuxième fois, la troisième fois, et après un certain nombre de fois, on ferme la session. On ferme la session, on va considérer que le destinataire il est déconnecté. D'accord? Donc le protocole TCP/IP vérifier que l'utilisateur concerné, il est là. Il est en train de recevoir correctement les informations envoyées. Le UDP, non. Le UDP, non. UDP, on envoie le paquet, on s'en fiche. Est-ce que le concerné, il est là ou pas? D'accord? Par exemple, comme le FTP. Le FTP utilise le UDP. D'accord? Donc, on ouvre donc l'information, on commence à envoyer. Donc, celui qui est connecté, concerné, il va recevoir. Celui qui est concerné n'est pas connecté, il va perdre l'information. Il n'y a pas c'est-à-dire le retransmettre de l'information. Donc, c'est les deux protocoles utilisés au niveau de la couche transport. C'est le TCP et UDP. Pardon. Concernant la couche réseau, il y a les protocoles de routage et les protocoles qui permettent d'affecter les adresses IP. Hein. S'il y a par exemple un adressage dynamique, malgré que le DHCP c'est une application, mais l'attribution des adresses IP se fait au niveau de la couche réseau. Après, comme application, on peut utiliser le ECMP.
SCMP comme commande, voilà, on peut utiliser pour afficher quelques informations relatives à la couche réseau. Et JMP aussi, il s'agit d'un groupe. Au niveau de la couche liaison, bon, physiquement, on ne peut rien vérifier. C'est la transmission binaire de données. Et on est au niveau de la liaison. Donc là où on trouve les protocoles de la couche MAC, donc il y a le protocole ARP. ARP qui permet d'afficher les différentes adresses, ce qu'on appelle les adresses ARP. Les adresses ARP ou bien la table ARP, c'est les adresses MAC. Voilà. Bien. Bon, voilà, donc quelques d'autres, une autre présentation du modèle OSE et surtout TCP/IP ici, c'est-à-dire la représentation du protocole TCP/IP. Regardez, il y a combien de couches? Il y a 1, 2, 3, 4. 4 et physique 5. D'accord? Donc, on a regroupé les 3 couches, session et présentation. On a utilisé une seule nomination, c'est la couche application. D'accord? Donc, au niveau de la couche application, on trouve toutes ces applications. Regardez. Donc, le DNS, le DHCP, FTP, HTTP, HTTPS. Voilà, c'est les applications. Et regroupées par catégorie. Par exemple, SMTP, POP3, IMAP, c'est pour les emails. Pour le transfert de fichiers, on peut retrouver par exemple FTP, SFTP, TFTP. C'est des applications qui nous permettent de faire un transfert de fichiers pour le web et le web service. On trouve HTTP, HTTPS et autres. Pour le système de DNS, hein, c'est ce qu'on appelle le système qui fait la correspondance entre l'adresse IP et le nom de domaine, c'est le DNS. Parce que le rôle de DNS, il a même un rôle vraiment important. Quand on fera une recherche sur Internet, bien, on veut accéder par exemple à une application à distance, donc en utilisant une interface HTTP, donc on va utiliser le nom de domaine. HTTP, par exemple, google.com. Google.com, parce que google.com, il est défini au niveau de protocole DNS. S'il n'est pas défini, donc on ne peut pas accéder avec ce nom de domaine, ce qu'on appelle le nom de domaine. Parce qu'il existe quelque part un nom de domaine installé avec ce nom, c'est google.com. On peut créer un nom de domaine, par exemple, usthp.dz. Et pour accéder à usthp.dz, il faut un DNS qui va faire la correspondance entre le nom de domaine usthp.dz et l'adresse IP du serveur dans lequel le nom de domaine usthp.dz est hébergé. Donc, on a hébergé un nom de domaine sur une machine, un serveur par exemple. Le serveur il fonctionne avec une adresse IP, il a une adresse IP. Donc, le DNS, c'est lui qui va faire la correspondance. Parce que nous, en tant qu'utilisateurs, on ne peut pas accéder, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser les adresses IP. C'est difficile à retenir les adresses IP. Donc, on ne peut pas taper, par exemple, 193, 16, 7, 50 pour accéder à Google, par exemple. C'est difficile. Mais quand on tape directement google.com, c'est facile. Après le DNS, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous renvoyer ou bien nous retourner vers un serveur DNS, un serveur google.com, pardon. Sachant qu'il y a plusieurs serveurs Google. Dans ce cas, le DNS, il va si vous voulez, nous orienter vers le serveur le plus proche, par exemple. Il y a des critères à la kulli hal, pas uniquement la distance.
le plus proche, le moins chargé, et ainsi de suite. Celui qui est disponible, parce que on peut trouver plusieurs serveurs Google. Dans le monde, il y a plusieurs serveurs Google. Donc, le DNS, nous sommes ici en Algérie, on tape google.com, peut-être on va accéder à un serveur Google qui se trouve au niveau de la... je ne sais pas s'il existe des serveurs Google au niveau de la région, de notre région méditerranéenne, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, ou bien au niveau de l'Europe. Peut-être il va nous orienter vers l'Europe. Si le serveur qui se trouve au niveau de la région européenne et tout, donc il va nous orienter vers un autre serveur. Parce qu'il y a un nuage, il y a un cloud qui relie les différents serveurs. Et donc le DNS, c'est lui qui fait le partage de charges, le load balancing, etc. Et là, bien sûr, surtout la correspondance. Voilà. Au niveau de la couche transport, il y a toujours TCP/IP. Comme je vous ai dit, c'est orienté connection oriented. UDP, donc connection. Donc c'est un protocole non connecté qui ne vérifie pas donc la connexion, la présence de destinataires. Il n'utilise pas des acquittements. Généralement, on utilise l'UDP pour le streaming. D'accord. Pour le streaming, on utilise le UDP. Bon. Internet layer, ou bien donc la couche réseau, voilà. C'est les protocoles de routage, l'adressage IPv4, V6, les fonctions de NAT, les différents protocoles de routage, hein, donc OSPF, PGP, le EUGRP, c'est des protocoles de routage. D'autres protocoles qu'on peut utiliser dans le domaine de messagerie, hein, comme SCMPv4, SCMPv6, ainsi de suite. Concernant la dernière couche, hein, Network Access Layer, généralement, c'est le Link Layer and Physical Layer. Donc, au niveau de cette couche, on trouve le protocole ARP qui permet de faire la résolution ARP, qui permet de gérer les adresses MAC. Hein. Et on trouve aussi au niveau de la couche physique, que ce soit donc un câble Ethernet ou bien wireless. Hein. Wireless, donc c'est sans fil, si on utilise un réseau sans fil. Voilà, sinon Ethernet. Voilà, donc je vous ai présenté donc les couches rapidement. On a mentionné ici quelques informations liées à chaque application. On va essayer aussi de les présenter aussi. Donc, l'application, comme je vous ai dit, la couche application, comme je vous ai dit, elle permet de fournir donc, les interfaces nécessaires aux utilisateurs. HTTP, HTTPS, DNS, etc. Et après, c'est-à-dire... donc, en utilisant ces interfaces, on peut développer plusieurs applications. Plusieurs applications pour permettre à l'utilisateur d'interagir avec la machine et communiquer avec les autres utilisateurs. Parmi ces interfaces, on trouve par exemple le transfert de fichiers, la messagerie électronique, comme je vous ai expliqué, gestion et administration des réseaux, à travers donc, les applications qui permettent de gérer et administrer un réseau, comme par exemple les services de monitoring, les services de monitoring, l'accès à distance, un équipement. Visualiser les nœuds du réseau, c'est toujours le monitoring. Si vous n'avez pas les moyens
et les outils qui vont vous permettre de superviser vos réseaux, c'est-à-dire où on n'aurait pas, c'est-à-dire une visibilité claire et instantanée sur le réseau. Donc, ces outils, c'est vraiment important pour l'administration des réseaux. Il faut aussi les outils qui vont vous permettre d'accéder à distance aux équipements. Accéder aussi aux différents serveurs pour consulter les bases de données, etc. La couche transport, voilà, comme je vous ai dit, voilà, elle permet de garantir le transport de l'information envoyée. Le transport se passe par, bien sûr, au niveau de transport, comme je vous ai dit, l'utilisateur envoie un fichier. Nous, quand on envoie un fichier en conversation, et donc, chaque paquet doit avoir une adresse IP, un en-tête IP, etc. On verra après. Voilà. Donc voilà comment gérer les, le transport de données au niveau de la couche transport. Découper d'abord l'information envoyée en datagramme et envoyer ces informations datagramme par datagramme à la couche inférieure qui est la couche transport en utilisant un port. Donc ajouter le datagramme. On ne va pas envoyer uniquement l'information, mais le datagramme contient l'information ou une portion de l'information qui a été envoyée par l'utilisateur, plus l'entête de transport, de la couche transport. L'entête de cette couche est représentée par le numéro de port du protocole utilisé, le numéro du port. Donc, un petit morceau de l'information envoyée, plus l'entête de la couche transport. L'entête contient le numéro de port TCP ou bien le numéro de port UDP. Envoyer cette information à la couche transport. Voilà comment, pas uniquement gérer ça, mais on va aussi gérer les sessions. Les sessions, c'est-à-dire on va ouvrir une session, on envoie le premier datagramme, on attend l'accusé de réception, c'est en utilisant bien sûr le TCP. Quand on termine, donc on ferme la session. Donc il y a ici il y a plusieurs mécanismes pour gérer les sessions. Comment récupérer une session déjà perdue? Est-ce qu'on récupère la même session ou bien la session précédente va être perdue? Voilà. Tout ça, ça se fait au niveau de la couche transport. Quand on dit session, parce que est-ce qu'on récupère une session précédente qui a été perdue ou bien on crée une nouvelle session? Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que je ne sais pas, sûrement c'est-à-dire peut-être vous avez tombé dans cette situation. Quand on télécharge un fichier, à un moment donné, on perd la connexion.
et peut-être après quelques secondes ou là, peut-être après quelques minutes, donc la connexion va être établie. Donc, est-ce que on va redémarrer le téléchargement à zéro ou bien on va continuer le téléchargement? Voilà, c'est tout dépend de l'application utilisée pour le téléchargement. Donc, si l'application de téléchargement, elle gère les sessions, elle garde les anciennes sessions et attend bien sûr pendant bien sûr une durée pour récupérer les sessions précédentes, automatiquement après rétablissement de la connexion, automatiquement on récupère les sessions perdues et on continue le téléchargement. Si elle n'utilise pas bien sûr la gestion des sessions, donc on va commencer à zéro. Et surtout pour le téléchargement, c'est vraiment c'est-à-dire c'est perte de temps parce que si on est en train de télécharger 1 giga, on a quand même téléchargé 800 mégas, il reste quelques mégas et la connexion a été perdue. Après l'établissement de la connexion, si on démarre à zéro, c'est pénible, un travail pénible. On ne va pas, c'est-à-dire terminer le téléchargement. À chaque fois, il faut redémarrer à zéro et c'est vraiment difficile. Donc, la récupération des sessions, c'est vraiment intéressant. La couche réseau, bien la couche Internet, la couche de routage, donc elle prend en charge le routage de paquets. Elle reçoit bien sûr les datagrammes envoyés par la couche transport. Comme je vous ai dit, peut-être elle va découper le datagramme à plusieurs paquets. Si la taille de datagramme dépasse une certaine taille, si il ne dépasse pas une certaine taille, donc on peut directement l'encapsuler dans un paquet et l'envoyer. Mais avant de l'envoyer, il faut ajouter l'entête de cette couche. D'accord? Vous voyez? Donc, au niveau de la couche transport, on a ajouté l'entête de la couche transport qui contient le numéro du port utilisé, le protocole TCP ou bien le numéro de port TCP ou bien le numéro de port UDP. Au niveau de la couche réseau, la même chose. Qui le datagramme. Donc, on peut l'utiliser directement comme un paquet, comme on peut le découper en plusieurs paquets. Dans tous les cas, que ce soit on l'utilise en un seul paquet ou bien en plusieurs paquets, on doit bien sûr garder l'entête de la couche transport. On doit l'utiliser pour chaque paquet. Et on va ajouter aussi un autre en-tête qui est l'entête transport. L'entête transport, il contient, l'entête réseau. L'entête réseau, il contient l'adresse IP source et destination de l'utilisateur. L'adresse IP source de l'utilisateur et l'adresse IP de l'utilisateur de destination. Et c'est bon. Donc, on envoie après, on trouve un chemin valide. On va consulter la table de routage. On trouve un chemin vers l'adresse IP de destination. Allez, on envoie le paquet vers la couche inférieure qui est la couche liaison. Au niveau de la couche liaison, la même chose. Soit on garde le paquet, soit comme on peut le découper en plusieurs, ce qu'on appelle frames. En plusieurs frames. C'est en français, c'est. J'ai oublié donc, le français. Donc, Trame. trame, très bien, merci. La trame, voilà, on va peut-être découper le paquet en plusieurs trames, comme on peut l'utiliser en une seule trame. Mais il faut toujours ajouter l'entête IP de cette couche. L'entête IP de cette couche, il contient deux informations. L'adresse IP, l'adresse MAC source et l'adresse MAC de Next Hop. Attention, pas de destination.
de, de Next Hop. S'il s'agit d'un réseau local, c'est-à-dire on peut connecter, on peut connecter plusieurs utilisateurs. Voilà. Dans ce cas, les adresses MAC source et destination sont les adresses MAC des utilisateurs source et de l'utilisateur de destination. Mais supposons que cet utilisateur est un utilisateur géographiquement éloigné. Donc, on ne va pas directement envoyer le paquet à cet utilisateur, bien la trame directement à cet utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on doit spécifier? Le protocole qui fonctionne au niveau de la couche liaison, il va spécifier comme adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC de l'équipement qui représente le next hop, le next SOP. C'est-à-dire, il y a l'utilisateur A, il y a un équipement B, il y a l'utilisateur de destination C. Donc, pour arriver à l'utilisateur C, on doit obligatoirement passer par l'équipement B. Quand la trame envoyée depuis l'utilisateur source, qui est l'utilisateur A, au niveau de la couche liaison, on va préciser l'adresse MAC de l'utilisateur, c'est-à-dire l'interface de la carte réseau de cet utilisateur comme source, et la destination, c'est l'adresse MAC de l'équipement intermédiaire. Et plus précisément, c'est l'adresse MAC du port sur lequel l'utilisateur A est connecté sur l'équipement B, l'équipement intermédiaire. Parce que vous imaginez que l'équipement intermédiaire a deux ports, deux câbles. Un câble pour relayer l'utilisateur A et un deuxième câble pour relayer l'utilisateur C. Donc, il y a deux ports réseau. Donc, les deux ports ont une adresse IP, donc deux adresses IP, et chaque port a une adresse MAC. Donc, au niveau de A, quand on veut envoyer le frame, ou bien c'est-à-dire l'information envoyée par le protocole MAC, on va préciser l'adresse MAC de A comme source et comme adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC du port de l'équipement B, l'équipement intermédiaire, le port sur lequel A est connecté. Voilà. Et quand A, bien sûr, l'équipement B reçoit cette information, elle va changer les adresses MAC. Elle va changer les adresses MAC, bien sûr. Parce que à la base de la source et destination, les équipements intermédiaires peuvent router les informations, bien les paquets. En plus de cette, bien sûr, de cette fonctionnalité au niveau de la couche réseau elle peut bien sûr exécuter un mécanisme, ce qu'on appelle le mécanisme de contrôle de congestion et de fragmentation. La congestion, c'est-à-dire que parce que peut-être il y a trop d'informations qui se trouvent au niveau de la couche liaison, parce que toujours on utilise les files d'attente. D'accord? Les files d'attente. Si on remarque qu'il y a plusieurs informations au niveau de la couche MAC, donc on utilise la file d'attente au niveau de la couche réseau. C'est-à-dire on ne va pas envoyer l'information, on va la mettre, le paquet, on va le mettre au niveau de la file d'attente en attendant voilà, que la couche liaison soit libre pour traiter l'information. Sinon, il y aura ce qu'on appelle un discard, hein, un écrasement d'informations. Et là, on va perdre l'information. Sinon, voilà, c'est pour ça qu'on met ce gestion.
Il y a la gestion de fragmentation, voilà, parce que comme je vous ai dit, et peut-être selon la taille de datagramme, voilà, on peut, voilà, par exemple, si la taille est dépassée un certain seuil, donc on va diviser, on va fragmenter le datagramme en plusieurs paquets pour, bien sûr, selon les capacités physiques. Selon les capacités physiques. Peut-être physiquement, on ne peut pas envoyer, par exemple, une information qui dépasse un certain taille. Donc, si on reçoit un datagramme qui dépasse ce taille, il faut bien sûr fragmenter ce datagramme en plusieurs paquets. La couche liaison, je vous ai déjà bien sûr expliqué ça. Voilà, au niveau de la couche liaison, comme je vous ai dit, c'est bien sûr, on doit ajouter l'entête MAC qui contient les adresses MAC, sources et destinations. Faites très attention, les sources et destinations, c'est peer-to-peer. Peer-to-peer, c'est-à-dire 2 à 2, entre deux équipes. C'est la couche liaison, bien sûr. Aussi, on peut gérer la qualité de service. Au niveau de cette couche, aussi on peut exécuter certaines fonctionnalités de qualité de service pour peut-être avantager un certain type de trafic par rapport aux autres types, donner plus de bandes passantes à un type de trafic par rapport à un autre. Voilà, c'est-à-dire la notion de priorité, voilà, qui permet de gérer le trafic. Voilà. Un trafic de type voix, un trafic de type d'un autre type, etc. Un trafic peut-être un streaming, etc. Voilà, il nous faut une gestion de qualité de service pour ne pas, c'est-à-dire pénaliser certains types de trafic par rapport aux autres types. Par exemple, si on utilise FTP, il consomme toute la bande passante disponible. Si vous voulez télécharger 1 giga, ou bien on va dire 10 gigas, 10 gigas un fichier de 2 gigas, en utilisant FTP. Si vous avez une liaison de 1 giga, vous allez exploiter les 1 giga. 1 giga par seconde. Et vous allez télécharger donc les 10 gigas en 10 secondes. Mais il consomme toute la bande passante disponible. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il nous faut des mécanismes de qualité de service qui permet de limiter, c'est-à-dire la bande passante utilisée par chaque service ou bien par chaque type de trafic. C'est-à-dire s'il y a un giga disponible, on commence à télécharger le fichier en utilisant FTP. Après, on ne peut rien faire. Pendant le téléchargement, on ne peut rien faire. Donc, c'est bon. On a commencé à télécharger en utilisant le protocole FTP, c'est bon. La liaison devient saturée, 100%. Si vous avez par exemple un outil de supervision, monitoring, vous pouvez visualiser le trafic, vous allez trouver que la bande passante utilisée est 100%. Même après, quand vous voulez faire quelque chose, vous ne pouvez pas accéder. Sachant que, entre parenthèses, on peut aussi gérer les qualités de service depuis la couche de transport. Donc, il y a des mécanismes aussi qu'on peut utiliser pour gérer la qualité de service depuis la couche de transport. Donc, c'est la gestion des trames, la gestion peut-être des qualités de service. Bon, quand on parle de la couche physique, donc c'est le codage, décodage de l'information. Voilà.
et gérer aussi ce qu'on appelle la gestion d'accès au médium. Le médium, c'est quoi? Le médium, c'est le support partagé. Si vous avez une liaison partagée, on a dépassé le temps, hein, 14h48. Bon, j'explique ça et je dois arrêter ici, hein. C'est-à-dire, si vous utilisez un médium partagé, que ce soit une liaison filaire ou sans fil, il faut gérer ce qu'on appelle les collisions. Les collisions, parce que c'est... bon, quand il s'agit de filaire, c'est demi-mal. Parce que toujours, il y a le half duplex. Le half duplex, c'est-à-dire vous avez une liaison, un câble réseau. Dans le câble réseau, généralement, il y a les Wi-Fi. Hein, si vous vous rappelez bien, il y a les Wi-Fi. Généralement, la communication réseau, on utilise 4. On utilise 1 et 2, 3 et 5. 1 et 2 pour la réception, 3 et 5 pour la transmission. D'accord? Généralement, on utilise la liaison en full duplex. Full duplex, qu'est-ce que ça veut dire full duplex? C'est-à-dire on peut envoyer et recevoir en même temps. D'accord? Donc, il n'y a pas la notion de collision. On va gérer uniquement la collision ou bien les collisions au niveau de la réception, au niveau de la carte réseau, c'est-à-dire au niveau de la liaison, de la couche liaison. Si on reçoit exactement en même temps. Voilà. Par contre, dans la liaison filaire, c'est critique. Sans fil, pardon, c'est critique. Critique filaire, comme si vous avez, on est 5 ou 10 ou 20 utilisateurs, on utilise le même point d'accès, réseau Wi-Fi. Vous savez qu'on est en train d'utiliser la même fréquence, comme si on est en train d'utiliser le même câble. Le même câble. Et donc, il nous faut des mécanismes qui permettent de gérer l'accès. C'est-à-dire, si les médiums il est utilisé, donc on va temporiser les autres. Après, comment gérer les autres? Voilà. Est-ce qu'on laisse celui qui a gagné le médium la première fois, on doit le laisser jusqu'à la terminaison de ses transmissions, ou bien on peut c'est-à-dire de temps en temps les bloquer pour permettre aux autres d'utiliser le médium. Donc il y a tout un mécanisme. C'est les protocoles MAC qui gèrent tout ça. C'est les protocoles MAC. On ne va pas entrer dans le détail parce qu'il y a plusieurs mécanismes voilà, qui fonctionnent au niveau de cette couche pour gérer tout ça. Mais l'essentiel, c'est que ce que vous devez retenir, c'est qu'au niveau de la couche liaison, il y a l'entête, ajouter l'entête de la couche liaison, représentée par l'adresse MAC source et destination. Attention, l'adresse source et destination ne représente pas toujours l'utilisateur A et l'utilisateur B, l'utilisateur de destination et l'utilisateur source. Non. C'est-à-dire, quand le paquet au cours de transmission, on va remarquer que dans la même trame, les adresses MAC sur ces destinations se changent. Par contre, les adresses IP sur ces destinations restent toujours les mêmes. Voilà, donc ça, il gère aussi, bien sûr, la transmission des trames. Et là aussi, le mécanisme permet de gérer donc, la qualité de service. Elle gère aussi l'accès au médium. Et bien sûr, quand on parle de la couche physique, c'est le codage et décodage et la contrôle, détection des erreurs, voilà, des informations. C'est pour la couche, la dernière couche. Voilà, on s'arrête ici, on continue. Donc, est-ce que vous avez des questions? On a pris beaucoup de temps. Allô? C'est bon? Il y a quelques étudiants qui sont quittés. D'abord, peut-être, généralement, quand on parle beaucoup, les étudiants, ils n'arrivent pas à suivre correctement, mais toujours, on préfère de
même poser des questions. Quand on parle, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, même à distance, toujours, j'aime toujours donc quand les étudiants posent des questions, abordent des questions. C'est pour bien sûr, c'est-à-dire enrichir c'est-à-dire la discussion et avec les questions, quand il y a des questions, toujours il y aura, c'est-à-dire plus de compréhension. Alors donc on n'a pas encore comment dirais-je, on n'a pas encore l'emploi du temps, on n'a pas reçu l'emploi, peut-être aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Mais de toute façon, la semaine prochaine, c'est toujours à distance pour vous. L'autre semaine, peut-être présentielle, mais on verra. On verra. Donc, de toute façon, on va continuer ensemble à distance et après, on verra. Pour les TP, je ne sais pas. On n'a pas encore reçu. Je ne sais pas. Est-ce que ce semestre, les TP vont être programmés aussi en présentiel tout le semestre? Je ne sais pas aussi. Je n'ai pas cette information. Peut-être comme le premier semestre, mais je ne sais pas. Mais même si les TP vont être programmés en présentiel tout le temps, on peut même faire des TP à distance. D'accord? On peut bien sûr faire des TP à distance et laisser les